Bonjour, vous écoutez bien Pile ou SaaS, le podcast qui plonge dans les coulisses du monde SaaS et de la tech. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, Mathieu Bellens et Yahya Louaoui, cofondateurs de MyAgent. Mathieu, c'est le fondateur d'Unidou, une boîte liégeoise spécialisée dans les solutions de gestion pour la restauration et le retail. Diplômé de Helmo, Mathieu a monté Unidou en 2024 et aujourd'hui la boîte accompagne plus de 250 restaurants, structures au Benelux. Yahya, lui, c'est le fondateur d'Innovia, business analyst et spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée aux entreprises. Donc, il travaille sur des projets d'automatisation et d'optimisation des process. On va développer ces sujets dans cette émission et aujourd'hui, ces deux entrepreneurs ont décidé de s'associer pour lancer MyAgent, une boîte qui accompagne les entreprises dans le déploiement opérationnel de l'IA et de l'automatisation. Alors, leur promesse, transformer l'IA en solution concrète, utile et rentable, directement intégrée dans les processus du quotidien des TPE-PME. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec ces deux associés, une question rapide pour vous, chers auditeurs, qui pour certains dirigent une boîte tech ou son département marketing. Vous dépensez combien par mois pour amener du trafic sur votre site ? 500 €, 2000 € ou plus ? Maintenant, deuxième question. Combien de ces visiteurs repartent sans avoir compris ce que vous faites ? Bon, vous connaissez le problème, le trafic arrive, les visiteurs regardent votre page et ils repartent. Pas de contact, pas de démo, rien, juste de l'argent qui reste sur la table. Le problème, c'est pas le trafic, c'est ce qui se passe une fois qu'ils sont là. Une vidéo de 60 secondes qui explique votre proposition de valeur peut transformer plus de 15% de visiteurs supplémentaires en leads qualifiés, sans toucher à vos budgets pub, juste en optimisant ce que vous avez déjà. Donc, si vous voulez récolter cet argent laissé sur la table, rendez-vous sur pilousas.fr ou .be et réservez votre call gratuit avec moi. Vous pourriez avoir votre vidéo sur mesure de conversion dans 14 jours. Allez, place à nos invités du jour. Bonjour Mathieu, bonjour Yahya. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bienvenue dans Pile ou SaaS. Alors messieurs, pour commencer, vous connaissez le principe. Il est simple, je vous pose une série de questions à choix binaire et vous répondez instantanément. On va alterner. On va commencer par Yahya. Prêt ? C'est parti. Bootstrap ou levée de fonds ? Levée de fonds. Horeca ou retail ? Horeca. Liège ou Bruxelles ? Liège. Product-led ou sales-led ? Product-led. IA générative ou IA prédictive ? IA générative. Python ou no-code ? No code. Startup solo ou en duo ? En duo. Thé ou café ? Café. Slack ou email ? Email. Délivrer vite ou attendre le produit parfait ? Délivrer vite. Consultant, C'est dur. Consultant ou développement interne ? Développement interne. LinkedIn ou démarchage direct ? Démarchage direct. Et là, pour les deux, pile ou SaaS ? SaaS. Pile. Ah, c'est bien, ça se complète. Bon, merci de vous être prêté au jeu. Alors, Mathieu, toi, tu as fait des études d'ingénieur à Helmogram, puis tu as été sélectionné pour, j'ai vu ça, pour défendre la Belgique au Négocial, Yes. un concours de commerce en France. Comment ce tournant t'a mené à créer Unidou ? Écoute, quand j'ai fait ce concours, j'étais vraiment, j'aimais la vente et donc en commençant ce concours, je me suis assez bien positionné et en fait, je me suis rendu compte justement que la vente peut devenir un véritable levier au niveau business. Et en étant après rentré dans le marché du travail, cette expérience m'a permis de me dire qu'en fait, c'était tout à fait possible de pouvoir créer sa structure à partir du moment où on arrivait à défendre et bien vendre son produit, son idée. Et ça a commencé de là, vraiment par cette envie de vendre et de pouvoir aider au mieux mon client et lui apporter de la valeur. Ok. Et en commençant, j'ai fini très bien placé dans ce concours qui réunissait plus de 5000 francophones en Belgique, France et Suisse. Et ça m'a permis de rentrer après dans une entreprise de SaaS en Belgique qui voulait justement augmenter ses ventes.
Ouais, donc c'est un 1000 pieds à l'étrier, quoi. Tout à fait, ça met le pied à l'étrier. Yaya, toi, tu as un profil business analyst, Oui. fondateur d'Innovia. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans l'IA appliquée aux entreprises? Écoute, c'est un peu par la force des choses. Moi, j'ai été justement business analyst dans le monde de l'énergie. Je suis rapidement passé d'une équipe de 5 business analysts à être tout seul business analyst dans une deuxième entreprise et à devoir quand même faire le travail pas de 5 business analysts, bien évidemment, mais de être plus d'un, quoi. Et c'est là où j'ai commencé ma recherche approfondie et le testing vraiment des solutions qui étaient proposées pour l'automatisation et pour l'intelligence artificielle, et pourquoi pas les deux. Et c'est ça qui m'a permis vraiment aussi de évoluer et de faire évoluer la boîte dans laquelle j'étais en tant que business analyst. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux et qu'est-ce qui vous a donné envie de monter MyAgent ensemble? Alors, on s'est rencontrés avec Yaya par hasard, grâce à un de nos amis et clients en commun. J'aidais ce client sur sa partie SaaS, point de vente et encaissement. Et Yaya l'aidait sur la partie automatisation et implémentation d'intelligence artificielle. On s'est rencontrés pour justement, dans le cadre de notre première structure, dans l'optimisation en fait des process internes de Unidou. Et donc, en travaillant ensemble sur toutes ces automatisations, la structure de cette première société, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire vraiment quelque chose de très chouette après avoir implémenté pendant plus d'1 an toutes ces solutions au sein d'Unidou, et que le résultat était marquant. On s'est rendu compte, businessment parlant, qu'il y avait quelque chose à pouvoir apporter à la société. Alors, vous aviez déjà chacun, et vous avez toujours en fait vos activités, chacun vos activités qui tournent. Alors, on pourrait se demander pourquoi prendre le risque de lancer un nouveau projet maintenant en parallèle. Le but était vraiment en fait de faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. De mon côté ou de côté de Mathieu, je pense que on était sur des marchés un peu ouverts à tout le monde. Ici, on a vraiment pris l'occasion, avec l'expérience qu'on a eue sur, comme Mathieu a dit, sur nos propres structures, de tester justement certains outils spécifiques à certains secteurs, et de se dire qu'on pouvait vraiment apporter de la plus-value sur chaque secteur, sur des outils qu'on a déjà testés, qui ont déjà fait leurs preuves. Et quand vous parlez, par exemple, aux entreprises d'IA et d'automatisation, aujourd'hui, est-ce que vous entendez des freins, des blocages? Est-ce qu'il y a, vous sentez qu'il y a de l'éducation à faire, ou c'est carrément c'est pas le Far West, mais en fait, les demandes sont déjà, comment dire, je veux dire, il y a juste à cueillir les fruits, quoi. Au tout début, en fait, les gens, fallait vraiment passer d'abord par une étape d'éducation avant de parler offre et vente, et ensuite implémentation. Aujourd'hui, on retrouve vraiment des gens très intéressés et plus ouverts, j'ai l'impression, à ces nouvelles solutions. Malgré qu'on rencontre toujours, bien évidemment, des gens qui ont ces freins-là, et par lesquels on doit vraiment passer par une explication, par un audit, par montrer vraiment comment ces process et ces automatisations peuvent apporter la plus-value. Je pense également que maintenant le secteur a également besoin, de nouveaux outils et est en demande également. Donc, il y a une partie vraiment où on doit éduquer une partie de la population justement sur ces nouveaux outils disponibles, etc. Et en même temps, le secteur se rend compte qu'il a vraiment des besoins par rapport à, le contexte socio-économique qui se passe, etc. Donc, certains outils pourraient vraiment les soulager, et ils ont vraiment besoin de ce soulagement. Donc, on rencontre, 2 cas, les personnes qui sont déjà bien informées et qui ont l'envie justement d'avoir ce soutien par les automatisations, et une autre partie de la population qui a un besoin, d'information et aussi de visuel pour pouvoir se rendre compte à quel point ça pourrait être intéressant dans leur structure et dans leur day-to-day. Alors, MyAgent, vous le positionnez comment par rapport, de ce que j'ai compris, bon, c'est un peu comme une boîte de consultants IA. Comment vous positionnez par rapport aux consultants IA qui existent déjà, par exemple, et qu'est-ce qui vous différencie?
pour moi, c'est là où on fait aussi la différence entre Innovia et MyAgent. Avec MyAgent, on voulait vraiment passer à l'action et pas rester juste en consultance en intelligence artificielle, en montrant peut-être le chemin, mais là, on voulait vraiment ouvrir et bâtir le chemin des entreprises qui veulent implémenter directement de l'intelligence artificielle au sein même de leur structure. Que ça s'embrique correctement, que ça soit bien implémenté par leurs employés et que le tout reflète bien le process terrain qu'ils ont actuellement, mais d'une manière automatisée. Alors, vous dites transformer l'IA en solution concrète. Concrètement, justement, ça veut dire quoi? Vous saurez me donner un exemple de mission typique? Typique, on pourrait déjà commencer par celle qui a fait que on s'est lancé dans l'aventure MyAgent. Moi, comme tu l'as bien dit au début, donc on a une première structure à Liège dans l'implémentation de points de vente et systèmes de gestion Horeca Retail. Et très simple, on a eu une forte croissance, c'est-à-dire plus de collaborateurs, je vais dire un flux tendu niveau client, etc. Et comment arriver à travailler comme des grosses structures avec des équipes, je vais dire plus petites et toujours un flux important. Et concrètement, si je dois parler vraiment pour le cas Unidou, on double le chiffre d'affaires en un an. En gardant le même nombre d'employés sur des points très concrets qui sont la gestion en interne, que ce soit la gestion des mails, la gestion de la facturation, de la comptabilité, qui était un gros point très important. On a eu une grosse partie également sur tout ce qui est interne, donc le rapport de nos techniciens, la planification, le suivi, et une grosse partie commerciale, génération de leads, marketing, etc. Donc tous ces points ont pu être travaillés et optimisés au sein de la structure, ce qui fait que par exemple la personne qui gérait mon administratif a réussi à récupérer je vais dire une quinzaine d'heures par mois pour pouvoir faire des tâches qui ont de la valeur. Et donc toutes les tâches chronophages que mes employés avaient de manière récurrente, qui n'apportaient pas de valeur à la structure, ont pu complètement être lissées et remplacées par des tâches qui ont de la valeur. Donc on réalise une augmentation de, je vais dire 50% du chiffre d'affaires, donc on double, et on n'augmente pas, je vais dire, nos employés temps plein. L'humain est vraiment optimisé, non remplacé, mais optimisé dans son process de travail. Et donc voilà, ça se ressent directement, que ce soit au niveau des équipes, de l'absentéisme, du moins de burn-out, moins de fatigue. Ils se sentent beaucoup plus impliqués dans leur travail et aidés avec les outils qu'on leur met à disposition. Et ça change le mindset de la structure, en fait. Donc ça, c'est vraiment pour le côté service. On comprend de mieux en mieux maintenant le positionnement avec ces quelques précisions. Et en ce qui concerne la méthode, comment vous travaillez avec vos clients? C'est de l'audit d'abord, du conseil, ensuite j'imagine qu'il y a, on parlait de concret, donc il y a de l'implémentation. Qui dit implémentation, est-ce que derrière il y a, du suivi ou des évolutions? Enfin, comment ça se passe? Vous avez un truc déjà très formaté, sans, je dis, c'est pas péjoratif ce que je dis. Oui, en fait ça s'établit vraiment, on va dire, en trois grands process. On part toujours d'un plan d'action, action et ensuite accompagnement. Je reviens du coup au plan d'action. On commence toujours, comme tu as dit ici, par un audit. Et avant même l'audit, si je peux dire, on commence par une discussion avec les personnes responsables, les directeurs, les aides, pour vraiment avoir la vision où ils veulent arriver et quels sont leurs objectifs à court, moyen et long terme. Et ensuite, on va passer 10-15 minutes avec chaque employé responsable de la partie où on va automatiser, pour avoir aussi la réalité du terrain. Souvent, en fait, les responsables, les directeurs ont une certaine vision, mais la personne vraiment qui est dans la tâche reflète toute une autre idée. Donc, on prend bien le temps d'avoir les deux parties. Et suite à ça, on peut revenir vers les dirigeants avec un audit bien complet en leur disant où est-ce qu'on peut automatiser, jusqu'à quel pourcentage,
sachant qu'on a un plafond de 80%. On laisse toujours 20% de responsabilité et vraiment de plus-value à l'humain de valider le résultat de l'automatisation de l'intelligence artificielle. Et dans un second temps, du coup, on va établir une roadmap, un plan vraiment pour implémenter tout ce dont on a parlé dans la théorie. Et pour finir, après du coup l'action, on reste au sein même, je dirais, de la structure, un peu de loin, mais pour accompagner et s'assurer que ce qu'on a mis en place est bien utilisé et bien implémenté, mais non que on va aussi aller plus loin et faire des réunions, par exemple, trimestrielles pour voir si nos solutions reflètent toujours la réalité du terrain. Peut-être que dans une entreprise, ils étaient 10 au moment où on a mis tous ces automatisations. Aujourd'hui, ils sont 20 et ils ont besoin d'aller plus loin. Donc voilà pourquoi aussi une partie d'accompagnement. Alors tu parles de solutions, donc ça veut dire que derrière, évidemment, on imagine bien que vous créez pas toutes les plateformes, tous les outils, tout ça from scratch. Vous utilisez de l'existant, je sais pas, entre l'IA générative, l'automatisation RPA, le no-code. Comment vous avez un panier de solutions tech. Comment vous choisissez la bonne techno pour un besoin donné? Est-ce que vous avez des partenariats ou est-ce que chaque cas est un nouveau, enfin voilà, vous partez un peu de zéro en fonction d'eux, ou vous avez déjà des choses qui sont quasi prêtes et que vous customisez pour les clients? En fait, on part pas, je dirais, toujours d'une feuille blanche. Certes, les premiers cas étaient des feuilles blanches, mais en évoluant vraiment dans le marché, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes centraux entre toutes les entreprises. Si on parle d'RH, si on parle de gestion interne, vraiment il y a certains points qui sont communs à tous les secteurs et il y en a d'autres qui sont propres à chaque secteur. Donc chaque cas est vraiment parti d'une feuille vierge, mais dans un second temps, si on parle par exemple d'automatisation dans le recrutement et les RH, on part vraiment déjà de quelque chose de fait, on va dire, qu'on va customiser selon le secteur de notre client. Et donc adapter le process, mais en soi, il y a déjà des process préétablis qui n'ont pas besoin d'être refaits à chaque fois. Mais bien évidemment, on rencontre souvent en fait des cas où on doit partir vraiment de zéro. Et ça, c'est encore un plaisir parce qu'on redécouvre encore une fois. Et après cette expérience, on repart pas de zéro, mais on a encore une nouvelle fois quelque chose qu'on peut encore utiliser. Certains secteurs nous permettent d'ouvrir la voie et donc de pouvoir vraiment après rendre nos automatisations et nos SaaS vraiment sectorisés et ne pas faire de l'ERP, je dirais, qui est pour tout le monde, mais de vraiment pouvoir avoir une identité, mais également des fonctionnalités qui sont vraiment propres à certains secteurs. Et comme ça nous permet vraiment de pouvoir entrer dans le point central et vif des clients, également en les intégrant dans leurs outils systèmes qu'ils ont déjà également. Donc on vient également de grosses structures où il y a des process vraiment bien définis, etc., des structures de 50, 80, 100 personnes, à des plus petites structures d'une dizaine de collaborateurs, et on se rend compte de toute façon que les problèmes restent des fois aussi les mêmes, et au plus les structures sont grosses, au plus il y a des soucis. Donc ça nous permet vraiment de retravailler après secteur par secteur et de faire le SaaS le plus en adéquation avec la cible, et de vraiment le travailler après par secteur. Justement, Mathieu, là, donc tu parles des secteurs. Toi, avec ton expérience dans la restauration et le retail via ta boîte Unidoo, qu'est-ce que MyAgent va naturellement? Est-ce que MyAgent, vous allez naturellement chercher dans ces secteurs ou pas? Pas nécessairement que dans ces secteurs. Je t'avoue qu'on a utilisé Unidoo pour vraiment se concentrer sur, je dirais, le secteur du service. Donc vraiment des boîtes de SaaS, je dirais, pour le moment, qui vont installer, déployer, intégrer un SaaS avec des techniciens directement sur site. Donc ça, c'était vraiment le point qu'on s'est dit qui représentait quand même une grosse partie du secteur du service. Et après, on a décidé de travailler sur d'autres secteurs comme le légal, par exemple, avec le notariat, où on a commencé par exemple par un premier notaire, et où là, on peut commencer vraiment à rentrer dans un métier spécifique. Et donc, nos différentes expériences et je vais dire travaux d'avant nous ont permis d'avoir différents profils, et donc de vraiment pouvoir
travailler par secteur. Donc moi j'ai commencé par le service, on a fait le notariat et le légal par la suite. Yaya venait du monde de l'énergie et de l'industrie, donc ça nous a permis également de travailler sur le secteur de l'énergie, mais également le secteur industriel. Et là de pouvoir vraiment rentrer niche par niche et exploiter l'entièreté de la ligne. Et toi, justement, Yaya, toi qui viens du monde de l'IA pure, entre guillemets, comment tu vois l'équilibre entre la dimension tech et la dimension business dans MyAgent? Il faut vraiment en fait savoir se recentrer, on va dire. J'ai bien aimé ta question que tu as posée au tout départ, justement, où tu disais, je sais plus exactement la question, mais est-ce qu'on serait produit vite ou plutôt tout fini? Ouais. C'est vraiment le bon équilibre à trouver, parce que en tant que tech, on a toujours envie d'avoir la pointe des choses, mais qui ne reflète pas, je dirais, 80% peut-être du marché directement. Et ici, grâce à Mathieu, on sait quand même avoir aussi cet équilibre de se dire, ok, ça c'est fonctionnel, ça apporte de la plus-value. Certes, il y aura des petites choses qui devront être mises à jour selon l'utilisation en fait du terrain, mais qu'on peut déjà déployer pas mal de choses. Mais on reste souvent perfectionniste et on se dit, on a envie d'avoir vraiment l'outil complet à 360 avant de le déployer, alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Alors, c'est une structure très très récente, il me semble. Vous avez lancé MyAgent quand exactement? C'est très récent. On travaille dessus depuis déjà un petit temps, mais je t'avoue vraiment que le lancement est de cette année, donc la structure est vraiment très récente. Donc quelques semaines, quoi. Ouais, vraiment quelques semaines qu'on a réussi à avoir toute la TVA, mais on est sur le travail depuis déjà un petit temps. Donc on attendait également d'avoir du produit fonctionnel, et notre volonté était d'arriver justement dans le marché non pas avec de la formation ou un peu du rêve, mais plutôt avec des outils qui étaient déjà implémentés et qui avaient déjà fait ses preuves. Ça nous permettait directement de pouvoir apporter de la plus-value à nos clients. Vous avez déjà des premiers clients qui sont embarqués, ou c'est en cours, ou vous en êtes où là-dessus? Comme j'ai dit au départ, de Innovia et de Unido, où il y a des portefeuilles déjà utilisables et utilisés, ou déjà sur Innovia, on était plus sur de la consultance et de l'accompagnement de projets en intelligence artificielle, et où là, on sait directement, grâce à MyAgent, passer à l'action sur ces projets-là, par exemple, et implémenter directement. Vous avez commencé par faire de l'upsell de vos boîtes respectives vers MyAgent, en quelque sorte, c'est ça? En quelque sorte. En quelque sorte. Donc on comprend que c'est très récent et que donc vous êtes sur un aspect très applicatif en fait, de mise en pratique et de déploiement de solutions auprès des clients. On comprend un peu mieux maintenant ce que vous proposez. Bon, il faut ramener d'autres clients évidemment, donc ça demande une stratégie d'acquisition. Et moi j'aime bien partager et qu'on aille un petit peu dans les coulisses entre guillemets. Et que vous partagiez qu'est-ce que vous avez prévu en termes de stratégie d'acquisition, je sais pas, un réseau. Alors là, au-delà de parce que l'upsell de vos boîtes respectives, c'est bien pour amorcer, mais ça fera pas tourner un business à 100% et scalable. Donc derrière, c'est quoi? Vous faites du réseau, du LinkedIn, comment vous structurez les choses là-dessus? Moi, je m'occupe vraiment de la partie justement commerciale, et pour pouvoir justement structurer et ne pas se baser simplement sur le réseau de chacun. Donc on a également une équipe marketing et sales qui travaille également sur le projet. Et je t'avoue que ça va très vite, car les outils qu'on met déjà en place sont assez efficaces et surtout testables. Donc on a participé à un salon il y a, je pense, une semaine et demie. Justement, on a décidé d'aller voir le public pour également présenter nos outils et ce qu'on avait pu mettre en place. On a vraiment eu un très bon retour par rapport à ça. Le salon de l'investissement, je crois. C'est ça, c'était le salon d'investissement à Mons. Ouais.
où on a donné une conférence justement par rapport à l'intelligence artificielle et les automatisations. On a eu vraiment des très bons retours par rapport à ça, et je t'avoue que ça va plus vite que prévu. Donc on est déjà sur d'autres possibilités qui restent encore en coulisses, mais vu que le monde de l'intelligence artificielle va très vite, et voilà, c'est pas dit qu'on n'ouvre pas d'autres villes ou d'autres pays rapidement, quoi. Si je comprends bien, votre stratégie d'acquisition pour l'instant, elle est basée sur le fait d'assister, de présence en fait, de présence par exemple dans le salon de l'investissement. Mais est-ce que vous avez structuré quelque chose en particulier, une espèce de machine à lead ou quelque chose dans ce style-là, ou pas encore, ou est-ce que c'est à venir? On n'a pas envie de tomber dans les mêmes problématiques qu'on solutionne chez nos clients. Et bien évidemment, du coup, on va utiliser nos propres automatisations pour cette partie-là, des automatisations qu'on a déjà utilisées dans l'industrie ou même dans des boîtes de commerciaux, on va dire, du coup qui permettent grâce à LinkedIn, grâce à des bases de données qu'on peut scraper sur Internet, de trouver vraiment des contacts intéressants. Et l'automatisation, l'intelligence artificielle reste vraiment un point central, on va dire, là-dessus, dans un premier temps. Mais les contacts sont vite repris par l'humain, on va dire, donc soit par l'équipe commerciale, soit par Mathieu, mais vraiment formation. Ouais. Exactement, on reste vraiment dans cette sensibilité humaine de se dire qu'on peut dégraisser le travail par la machine, mais que l'humain reste vraiment le point central et que son expertise surtout reste le point central. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Yaya vient d'avancer. Faut pas non plus vouloir aller trop vite, et le but justement est de pouvoir mettre le plus de bases pour pouvoir ce qui est le plus je vais dire le plus sainement possible. C'est le but. Et des fusions, acquisitions, je vais dire il y a pas mal de sujets qui commencent à être sur la table, donc pour continuer à avancer. Alors vous facturez comment? C'est quoi? C'est une mission au forfait? C'est du temps passé, du timesheet, ou il y a quoi? Il y a une formule d'abonnement? Est-ce qu'il y a des packages déjà un peu identifiés? Je t'avoue, pour le moment, c'est vraiment du personnalisé. Donc, on respecte vraiment ces trois phases parce qu'on sait pas vraiment je vais dire, dans quoi est-ce qu'on va rentrer. Donc, la phase d'analyse et d'audit est vraiment importante pour pouvoir vraiment proposer après des projets et pouvoir step projet par projet et pouvoir donner un délivrable. Et puis après, effectivement, tu as un abonnement pour justement pouvoir poser des questions et qu'on puisse continuer à augmenter, je vais dire, la valeur qu'on propose à nos clients, quoi. Et cet abonnement nous permet justement d'avoir un retour et de pouvoir continuer à échanger. Mais c'est surtout projet par projet. Peut-être un peu tôt pour en tirer une règle tout à fait établie, mais vous avez une idée du ticket moyen pour une mission type aujourd'hui, ou à moyen terme ou à long terme, pour vous, ce qui serait un équilibre en la matière? Chaque cas en fait est différent et on a vraiment envie de mettre ça au centre. C'est pour ça que chaque cas passe vraiment par un audit. Il y a quelque chose de très important qu'on met au centre, qui est les ROI. On va jamais implémenter une automatisation si aujourd'hui elle coûte autant de la faire manuellement. On a envie d'apporter vraiment des heures gagnées et aussi forcément des euros gagnés. Et c'est pour ça que vraiment chaque cas est différent et chaque entreprise est différente. Ok, on est vraiment sur du sur-mesure, quoi. Oui, vraiment sur du sur-mesure. Vous êtes deux associés, donc vous avez chacun vos boîtes respectives. Ça, maintenant, on l'a bien compris. Alors, comment vous gérez le temps là entre chacun vos boîtes et le fait de lancer une autre boîte, MyAgent? Je t'avoue que j'en parlais encore avec Yaya il y a pas longtemps, c'est qu'on se disait que au final il m'a dégagé beaucoup de temps sur le travail qui a été fait sur la première structure, et au final je me retrouvais avec l'envie de continuer à entreprendre, à lancer des projets, et du temps également devant nous. Donc ça nous a permis de pouvoir vraiment se dire ok, là il y a du sens, quoi. Donc les structures respectives continuent à tourner et à s'accélérer d'ailleurs. Et au plus nos automatisations et je vais dire le travail qu'on fait dans ces structures nous permettent vraiment d'avoir le reflet
par la suite de notre travail. Et donc on propose même souvent à nos futurs prospects ou clients de venir voir en interne au day-to-day comment ça se passe dans nos structures respectives pour arriver à voir quelle est la valeur ajoutée qu'on a réussi à faire. Donc je t'avoue que là ça nous a libéré du temps pour pouvoir se mettre sur d'autres projets et se concentrer sur MyAgent cette année. C'est top, ça fait comme c'est pas une maison témoin, c'est des boîtes témoins pour montrer exactement des cas concrets quoi. Et alors sur MyAgent évidemment vous allez aussi implémenter le maximum de choses qui sont implémentables et automatisables et amener du rendement positif. Mais est-ce que vous imaginez recruter à court, moyen ou long terme, ou vous voulez vraiment rester comme ça en mode lean? Comment vous voyez les choses? Et si vous imaginez recruter des gens, moi ça m'intéresserait de savoir, ce serait du coup quel type de profil ce serait pour accompagner le développement de MyAgent, quoi. Aujourd'hui, en fait, on connaît bien nos limites. Moi, je suis business analyst. Mathieu vient plutôt d'un monde commercial, technico-commercial. Et on connaît aussi les limites de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Et on n'a pas envie en fait d'engager pour engager. On a envie de compléter vraiment les compétences, agrandir les compétences, j'ai envie de dire. D'une part peut-être du côté de la cybersécurité, d'une autre côté vraiment développement dur, pour permettre vraiment à nos outils d'être qualifiés vraiment d'une manière 360 et se dire que on a la partie commerciale, la partie vraiment d'analyse business et implémentation, et derrière on a du dev et de la sécurité qui sont vraiment déployés. Notre objectif, c'est vraiment la souveraineté des data, la sécurité. C'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour nous. Donc, on veut mettre un point d'honneur sur les actes, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très important. Donc, on a envie justement de renforcer ce côté souveraineté des données, transparence. C'est quelque chose d'important pour nous. Sachant qu'on travaille toujours du coup avec des outils en local, on essaye toujours d'être par exemple en open source et vraiment de garantir à nos clients que leurs données ne sortent pas par exemple de leur établissement. Alors je me disais justement ces outils-là, on est dans une accélération il y a des nouvelles versions de tout, il y a des nouveaux acteurs ça va dans tous les sens. Il y a une espèce de tempête d'innovation et tous les jours il y a un nouvel agent qui permet de faire ça ou une nouvelle plateforme qui permet de rassembler ça et ça. Quand vous déployez quelque chose concrètement, il n'y a pas un risque d'obsolescence entre guillemets assez rapide dans ce que vous déployez? Est-ce que ça demande pas justement du coup d'être constamment à faire des mises à jour ou des choses comme ça avec vos clients? Comment ça se passe? En fait, il y a 2 points importants dans ce que tu cites qui expliquent aussi notre offre et notre partie d'accompagnement. D'une part, parce que le marché va très vite et on a envie que nos clients restent toujours du coup avec des outils mis à jour. Mais de l'autre côté, il y a une partie très importante qui est le départ, qui est l'audit. Si aujourd'hui on décide d'aller vers un outil que jusqu'à présent il marche très bien et que les résultats qu'il donne sont ceux qui sont attendus, on n'est pas derrière vraiment à une course d'être à la pointe de chaque tâche. Mais si je prends l'exemple de Claude, on vient d'avoir une mise à jour Claude 4.6 qui vient de sortir, qui est énorme. Mais pour la plupart des tâches en entreprise, peut-être que le 4.5 fait vraiment bien l'affaire. Donc tout dépend de notre périmètre, de ce qu'on décide pour les clients, et c'est là où notre accompagnement fait vraiment ses preuves. C'est de se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui on reste toujours dans le résultat qu'on voulait, ou est-ce qu'il y a besoin vraiment de mettre à jour? Mais on mettra pas à jour juste pour mettre à jour, pour que ça fasse beau et chic, quoi. Dans 3 ans, vous voyez MyAgent où? Combien de clients, par exemple? Quelle taille d'équipe? Est-ce que vous avez fait des petites projections même un peu 3 ans aujourd'hui, c'est quasiment le siècle prochain, quoi. Oui. Mais je t'avoue qu'on n'est pas modeste sur ces points. On a vraiment envie
d'apporter le plus de valeur et de se placer dans je dirais le top 3 des entreprises automatisation et IA en Belgique. Donc on a de grandes ambitions là-dessus et on va mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir y arriver, quoi. Et vous avez des ambitions au-delà des frontières? Évidemment, et ça risque d'arriver très rapidement. On peut pas en dire plus pour le moment, mais ça risque d'arriver très rapidement. Donc il y a des signaux déjà un peu concrets qui se présentent à vous, si je comprends bien. On peut dire ça. C'est ça. Beaucoup de mystères. Donc ça veut dire que ça va bientôt apparaître. On va surveiller ça, hein, évidemment. Bon, aujourd'hui tout le monde parle d'IA. Hein. Dans 2-3 ans, qu'est-ce qui va vraiment changer? Là, c'est un peu la partie tendance de profiter qu'on ait des experts en la matière. Là, comment vous voyez les choses? Là, qu'est-ce qui va vraiment changer dans la façon dont les entreprises utilisent l'IA au quotidien, selon vous? On le voit en fait. On le voit aujourd'hui auprès des acteurs vraiment principaux sur l'intelligence artificielle, qui a une volonté de vulgariser la plupart vraiment des outils d'intelligence artificielle. Et je pense que dans les 3 ans, on y sera. Je pense que aujourd'hui, par exemple, on a vraiment des risques, par exemple dans le no-code. Je pense que ça va vraiment bien se renforcer dans les années futures. On le voit en fait avec les fenêtres contextuelles qui s'agrandissent de fur et à mesure. Et je pense que de plus en plus d'entreprises et de personnes auront accès plus facilement en fait à ce genre d'outils. C'est quoi le risque du no-code, par exemple? Le risque, si on prend une personne vraiment qui n'a pas d'affinité avec le no-code, c'est peut-être d'exposer des clés secrètes directement dans le code, et avoir peut-être quelqu'un qui abuse vraiment de ces clés API, sachant que si on n'a pas mis des budgets, c'est sur le portefeuille directement où ça va creuser. Donc, il peut y avoir ce qu'on a depuis toujours, du hack entre entreprises. Dans ce sens-là, sans forcément avoir un gain directement dans le portefeuille du hacker, si je peux dire. Mais il y a aussi en fait la partie données où il y a pas mal du no-code aujourd'hui qui est faible en sécurité et où on a accès totalement aux bases de données, mais sans aucune sécurité derrière. Ouais, donc on comprend pourquoi parmi les profils que vous allez rechercher très prochainement, il y a toute cette dimension toujours de cybersécurité. Hein. Quel est le mythe ou je dirais la croyance sur l'IA que vous aimeriez déconstruire auprès de vos clients? C'est un mythe, je dirais, d'une manière un peu plus générale. Les gens ont tendance à penser que un ChatGPT, par exemple, a des sentiments. On va lui parler vraiment en se disant que il va nous répondre comme un ami qui nous aime, mais on va pas se mentir, c'est une suite très solide de probabilités et on peut pas s'attendre à une intelligence émotionnelle, en tout cas pour l'instant, derrière des outils comme ça. Et pour ma part, je dirais vraiment que beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'en implémentant l'IA dans leur structure, ça va être game changer du tout au tout, alors qu'il y a vraiment toute une base, je dirais, qui doit vraiment être implémentée. Et c'est pour ça qu'on n'implémente pas de l'IA pour implémenter de l'IA comme ça. Je veux dire, il y a une réflexion derrière, que ce soit par rapport aux automatisations qui sont faites, etc. Donc, c'est vrai que si la base n'est déjà pas mise dans la structure et que les process ne sont pas déjà établis, rajouter de l'IA pour rajouter de l'IA est en fait, je dirais, n'est pas la meilleure chose à faire. Et c'est là en fait que l'analyse et l'automatisation permettent vraiment de, je vais dire, lisser la courbe une fois qu'elle est trop fluctuante et de rajouter l'IA pile au bon moment, mais ça part déjà de process établis. Donc bien travailler ces process en interne avant de penser que l'IA va être, je vais dire, le Superman qui va permettre de relever des structures de A à Z, quoi. Ouais, le Superman ou la baguette d'Harry Potter, quoi. Ou la baguette d'Harry Potter qui vient et qui permet de donc voilà. De ce n'est pas la solution miracle en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que le message est bien passé. Merci beaucoup Mathieu, merci Yaya pour cet échange et puis de nous avoir permis d'en comprendre plus sur votre nouveau projet. On va suivre ça de près. Hein. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure MyAgent.
Et puis évidemment pour vos activités respectives. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Si vous l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Pile ou Sas sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. On est présent partout, donc de toute façon c'est facile. Et surtout, si cette conversation vous a plu, partagez-la. Envoyez cet épisode à vos contacts qui pourraient être intéressés par le sujet ou par les services de MyAgent. Ça peut peut-être vous donner des idées. N'hésitez pas, vous tapez sur Google, vous allez les trouver. Voilà, merci messieurs. Merci à toi Cédric. Merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pile ou Sas. Salut.